à tous, bienvenue dans le 13h, vous êtes sur RTI 1. À la une de l'actualité. Il est en ce moment aux États-Unis pour les assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI. Le Premier ministre ivoirien s'est rendu à la Chambre de commerce américaine. Il a exposé les opportunités que le pays offre à tout investisseur. C'est un week-end particulier qui commence à Beaunois. Le Popo Carnaval braque les projecteurs sur cette ville du Sud Comoé. L'événement attire des milliers de visiteurs. C'est le premier week-end de cette 3e édition. Elle court du 15 au 29 avril. Élection présidentielle en France, la campagne a pris fin hier soir à minuit dans un climat particulièrement tendu après l'attaque des Champs-Élysées. Des mesures particulières et plus de 50 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour sécuriser le vote de demain. Voilà pour les titres. Merci d'être sur RTI 1 ce samedi 22 avril. En marge des assemblées de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le Premier ministre ivoirien fait du charme aux hommes d'affaires américains. Amadou Gon Coulibaly s'est rendu à la Chambre de commerce américaine. Il a exposé les opportunités dont regorge la Côte d'Ivoire. Adama Koné. Un peu plus de 3 mois de présence au Premier ministère, première grande mission à l'extérieur du pays. Amadou Gon Coulibaly est à la manœuvre à Washington. À la tête d'une forte délégation, il évolue sur 2 fronts aux assemblées de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. D'abord, faire entendre la voix de la Côte d'Ivoire auprès des institutions de Bretton Woods et des pays partenaires. Ensuite, séduire les opérateurs économiques à faire de la Côte d'Ivoire une destination privilégiée. Manifestation concrète, la visite à la Chambre de commerce américaine ce jeudi 20 avril, en fin d'après-midi. Amadou Gon Coulibaly fait parler les chiffres face aux hommes d'affaires américains. Nous avons eu une revue du Fonds monétaire international à Abidjan qui s'est déroulée fin mars, début avril. Et à l'occasion de cette revue, le Fonds monétaire a confirmé les performances économiques de notre pays. Je voudrais donner quelques chiffres. Pour l'année 2016, le taux de croissance est attendu de 8,8%, quasiment 9%. Pour l'année 2017, nous projetons un taux de croissance d'environ 8,5%. Et sur la période 2018-2020, nous procédons en moyenne, nous projetons un taux de croissance d'environ 8,2%. Ça veut dire que la dynamique de croissance est bonne en Côte d'Ivoire, mais aussi vous dire que le cadre budgétaire et macroéconomique est sain. Le Premier ministre a ajouté que le référendum de 2016 a permis d'avoir des réformes importantes, créant les conditions d'une stabilité et d'une paix féconde aux investissements. Un discours bien reçu par la cible. C'est un exposé qui a permis de bien présenter quels étaient les objectifs stratégiques de la Côte d'Ivoire, quelle était la vision du président et pourquoi est-ce que la grande réussite économique de la Côte d'Ivoire sous-tendait les ambitions stratégiques du pays. Donc c'était vraiment très convaincant et qui nous a confortés dans notre soutien et notre engagement auprès de la Côte d'Ivoire. Mais pour le Premier ministre, les acquis de la Côte d'Ivoire sont perfectibles. Au plan du déficit budgétaire, dans le cadre de ces négociations avec le Fonds monétaire, nous nous sommes entendus malgré le choc que nous avons vécu sur un déficit qui serait autour de 4,5% du PIB, mais avec une convergence dès 2019 à 3% du PIB, ce qui est la norme communautaire. Tout cela pour vous dire que l'économie ivoirienne se porte bien, que la situation sécuritaire est tenue et que les perspectives au niveau du pays sont bonnes. Comme pour donner vie aux différents messages, les chambres de commerce des États-Unis et de Côte d'Ivoire décident de s'engager dans une dynamique de coopération. Un mémorandum d'entente est signé. Avant la Chambre de commerce, le Premier ministre a participé à la mi-journée à la 2e assemblée de haut niveau sur la coalition des partenaires, sur la taxation du carbone. Ici, sur le sol ivoirien, 2016 est une année de croissance économique dans le domaine pharmaceutique. C'est un des points essentiels qui ressort de la rencontre des acteurs du domaine pharmaceutique. Ils se sont réunis pour faire le bilan de l'exercice 2016. Frédéric Oulaï, Chantal Akanda.
Le secteur pharmaceutique est l'un des maillons clés de la croissance économique ivoirienne. La hausse de ses revenus bruts à travers les indices de performance de 2016 le démontre. Selon les résultats donnés par la société fiduciaire et conseil en gestion FICOGES, un cabinet conseil qui accompagne la communauté pharmaceutique. Le gouvernement travaille à améliorer l'environnement des affaires et il y a surtout la mise en œuvre effective de la couverture maladie universelle. Nous essayons d'améliorer la gestion interne des officiers, nous essayons de leur apporter les conseils nécessaires pour justement avoir une bien meilleure maîtrise de leur activité. Cela permettra à un plus grand nombre d'Ivoiriens d'accéder aux soins de santé et corrélativement aux médicaments. Pour la ministre Raymond Goudou Kofi, la réussite de la nouvelle politique du système de santé implique tous les acteurs du secteur. Aussi, leur a-t-elle lancé un appel les invitant à se mettre ensemble pour créer des spécialités d'industrie pharmaceutique nationale. Le secteur pharmaceutique présente des spécificités en raison de l'imbrication étroite d'objectifs sociaux de santé publique et de nécessités commerciales liées à toute activité industrielle dans un environnement concurrentiel. La nouvelle politique sanitaire de notre pays ne saurait être un plein succès sans la participation active de tous, et j'insiste là-dessus, par une bonne gouvernance et une lutte acharnée contre la fraude. Cette rencontre a mis l'accent sur les performances du secteur pharmaceutique, levier et impact de la couverture universelle. Le DG de FICOGES estime que les perspectives du secteur sont encourageantes et connaîtront une évolution qui permettra un regain de l'activité pharmaceutique. Selon les dernières estimations de l'Organisation mondiale pour la santé OMS, 325 millions de personnes vivent dans le monde avec une infection chronique par le virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C. Le problème est que dans leur grande majorité, ces personnes n'ont pas accès au dépistage et au traitement qui pourraient leur sauver la vie. Ces millions de personnes sont donc confrontées au risque d'évolution lente vers une maladie chronique du foie, le cancer ou encore la mort. Direction Agboville, dans l'Agnébi-Tiassa, la société coopérative ivoirienne du négoce des produits agricoles lance les journées paysannes. Une période qui va permettre de sensibiliser les producteurs de café et de cacao, notamment sur les bonnes pratiques agricoles, en vue d'accroître leur productivité. Mamadou Kwasi. Du village d'Anono à Aboudé-Mandeke, en passant par Wani et plusieurs autres localités, la caravane des journées paysannes poursuit le tour du département d'Agboville pour sensibiliser les centaines de producteurs de café et de cacao aux bonnes pratiques agricoles en vue d'améliorer leur productivité. L'étape d'Aboudé, chef-lieu de la sous-préfecture du même nom, a été l'occasion d'inciter les apprenants issus des champs-écoles et des différentes coopératives agricoles à œuvrer pour des normes de travail responsables dans la production de cacao. Ainsi, sous la conduite des animateurs et formateurs de la NADER, les auditeurs ont été instruits au moyen des sketchs sur les thèmes relatifs au travail, au trafic des enfants, sur l'importance de l'éducation des enfants, sur le genre, notamment l'égalité des droits et l'opportunité des femmes dans la cacaoculture. La santé familiale, à travers la connaissance du VIH-Sida et le paludisme, était également au programme. Saluons l'initiative qui vient renforcer les capacités des paysans. Le sous-préfet Zéhi Eva, le délégué régional du Conseil Café-Cacao, l'Odugnon Roger et le PCA de la coopérative Senpa, Moussa Sawadogo, ont encouragé les producteurs à s'approprier le contenu de cette formation pour l'appliquer effectivement, mais aussi à se regrouper en coopérative pour contribuer au développement de leur localité. Deuxième assemblée générale ordinaire des enseignants de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. 2 points à l'ordre du jour, l'adoption du rapport de gestion 2016 et le budget annuel 2017. Chris Diomondé, Franck Quadio. Des enseignants préoccupés par l'amélioration de leurs conditions de vie, cette deuxième assemblée générale de la MUPEMENET Côte d'Ivoire pose les bases d'une meilleure prise en charge de l'enseignant, de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Au niveau de la fonction publique, les plus nombreux sont les enseignants. Mais nous sommes les plus malheureux parce qu'on n'a pas d'outils de solidarité, comme les impôts, le trésor et les autres corps. Et Dieu merci, grâce à la vision de Madame le ministre, nous avons pu mettre ces mutuelles sur pied. Et le projet le plus important pour nous, c'est l'immobilier. Fonds de secours spécial, couverture d'essais, situation sécuritaire et programme immobilier.
Autant de perspectives, mais le membre de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire, MUPEMENET Côte d'Ivoire, pour en bénéficier, doit marquer son adhésion. Pour les enseignants, l'initiative constitue un gage d'espoir. Nous voyons, avec tout ce qui s'est produit au niveau de l'ANG, l'exercice de l'année 2015-2016, nous trouvons que le conseil d'administration travaille pour le bien-être de tous les enseignants. Nous avions placé beaucoup d'espoir dans cet instrument de solidarité. Et nous pensons que nous n'avons pas eu tort. Nous sommes en train de réaliser un rêve que beaucoup ne pensaient pas pouvoir se réaliser. Pour sa deuxième assemblée générale ordinaire, la MUPEMENET Côte d'Ivoire a adopté son rapport de gestion 2006 et le budget annuel 2017. La MUPEMENET Côte d'Ivoire compte plus de 30 000 adhérents. Le consulat du Mexique en Côte d'Ivoire met le conte au cœur de la formation et de l'éducation des enfants. C'est le projet Passerelle, il est à sa deuxième édition et l'accent est mis sur la lecture et le conte pour véhiculer des thématiques éducatives. Massokone, Herman Guivé. Conte, chants et danses avec la participation d'un jeune public. Couché ou assis, c'est avec des yeux émerveillés, des oreilles tout ouïes et une attention particulière que ces enfants ont pris part à cet atelier. J'ai aimé, c'était très éducatif, c'était bon, qu'il ne fallait pas manger de bonbons, qu'il ne fallait pas être méchant. Je me suis bien amusée avec mes amis. Un atelier de contes africains et mexicains qui intervient dans le cadre des activités culturelles du consulat du Mexique en Côte d'Ivoire, en collaboration avec le groupe de conteurs Paté Paté. Nous avons une trentaine de conteurs et avec ces conteurs, nous faisons des activités autour du livre, essentiellement autour du livre de contes. Donc dans ce projet, c'est au consulat du Mexique de dire chaque mois un conte aux enfants afin de les fidéliser déjà au consulat, mais également de leur donner une autre vision du livre parce que le livre est perçu comme une contrainte reliée à l'apprentissage scolaire. Et nous voulons montrer aux parents et aux enfants que le livre, c'est aussi un moyen de se détendre. Ces ateliers de contes sont organisés chaque mois au sein du consulat et font partie du projet Passerelle culturelle. À Katiola, dans la région du Hambol, le centre d'accueil et de transit Sainte-Geneviève est une véritable source d'espoir pour des dizaines d'enfants abandonnés ou orphelins. Ils sont rejetés par leur famille du fait de préjugés sociaux. Certains sont traités d'enfants sorciers suite au décès de leur mère pendant l'accouchement. Mais un homme les sauve de la mort et les prend sous son aile. Direction Katiola à la rencontre du père Germain Kalari. C'est par ce chant qui traduit parfaitement leur situation d'enfants orphelins, abandonnés ou menacés de mort dans leur village, que ces gamins nous accueillent. Nous sommes au centre Sainte-Geneviève de Katiola, au centre nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans le quartier de Nandjipleka. Ici vivent 17 gosses victimes de bannissement ou de rejet. Nous avons reçu des informations qu'il y a des enfants qui sont assassinés, mais nous n'avons pas eu les preuves. Le seul tort de ces innocents regards, être né pour certains au moment même où leur génitrice rend son dernier souffle sur le lit de l'accouchement et pour d'autres raisons que les parents voient d'un mauvais œil. Ces enfants doivent leur joie de vivre à cet homme, le père Germain Koulibaly Kalari, curé de la paroisse Saint-Charles-Luanga de Timé. On a un seul objectif, c'est de venir en aide à tout enfant en danger de mort. Tel un bon samaritain, il crée le centre de transit et d'accueil Sainte-Geneviève de Katiola en septembre 2011 avec pour objectif de sauver la vie de ces mômes en les recueillant. Avant de fonder l'orphelinat, j'ai mené une enquête. Dans un village du nom de Kofi-Sioka, les enfants des jumeaux avaient été tués, avaient été noyés parce que ils sont nés par siège. Alors donc j'ai rassemblé un certain nombre de cas. Donc les enfants touchés par un handicap, les enfants qui naissent par siège, les enfants surpris en train de téter le sein de la maman agonisante ou morte. Quand la maman meurt en couche, alors on conclut que c'est le bébé qui a tué sa maman.
Et donc personne n'en veut parce qu'on dit, mais à qui sera le tour? De 2011 à 2017, au total, ce sont 16 enfants inscrits dans les registres du centre. Le père Germain Kalari travaille en étroite collaboration avec l'assistante sociale de la ville de Katiula. Elle lui recommande bien souvent des cas. Nous avons mis en place des comités de veille et de vigilance dans différents quartiers qui nous rapportent des cas de maltraitance d'enfants, de violence sur enfants, parce que ça, ce sont des cas de violence. Donc quand il y a des cas de violence, nous sommes interpellés. Les responsables des collectivités locales et des particuliers témoins de scènes d'enfants bannis ou en danger de mort adressent également des cas. J'ai vu une petite fille, sa mère est morte en couche, et sa grand-mère qui l'a récupérée, quelque temps après, la grand-mère aussi est décédée. Donc du coup, on dit c'est elle qui les tue. Elle se retrouve à la rue toute petite, à 8 ans, à manger dans les poubelles, à se promener au bord des maquis pour manger les restes des gens. Et on a contacté le centre d'accueil de ces enfants abandonnés là, et l'enfant est allé là-bas. Ces enfants sont-ils réellement victimes de la tradition ou des préjugés sociaux rétrogrades? Pour mieux comprendre ce phénomène, rendons-nous à Tumboka, où à la naissance, Elisa, orpheline de mère, âgée aujourd'hui de 12 ans, échappe de justesse à un destin tragique. On se disait que l'enfant était déjà mort parce que dans le temps passé, les orphelins là, quand la maman meurt, c'est comme si l'enfant même, c'est plus la peine. Et c'est quand on est parti voir le prêtre, quand on a expliqué, ils ont dit bon, que les orphelins aussi doivent bénéficier de la vie. En classe de CM2, elle bénéficie enfin de la clémence de sa famille. À Kassémé, surprise, la petite Germaine vient de reconnaître le père Germain. La petite Germaine perd sa mère à la naissance, morte en couche. Elle se souvient certainement de son séjour au centre. Elle y passe 2 ans avant que ses grands-parents ne reviennent à de meilleurs sentiments. La gamine peut réintégrer le cocon familial. À la mort de sa mère, Jonas a été confié par le prêtre dès l'âge de 2 mois à cette femme devenue sa mère adoptive. Il a 7 ans et est en classe de CP1. Je voulais dire à mes soeurs et mes frères, s'il y a un cas comme ça, qu'il ne faut pas ils vont jeter l'enfant. Ils n'ont qu'à donner à une personne qui n'a qu'à l'aider. Dans certains villages, les anciens tentent de cacher la triste réalité. Il y en a qui disent que l'orphelin n'est pas facile à élever. Bon, avec nous, la pauvreté, est-ce que cet enfant, on ne doit pas le perdre? Retour au centre d'accueil et du transit à Sainte-Geneviève pour nous intéresser au quotidien des pensionnaires. Loin des croyances villageoises, les enfants mènent une vie normale ou presque. Ils ont droit aux 3 repas journaliers. Ils partagent leur journée entre l'école, les temps d'études avec le répétiteur Godefroy et les prières et enseignements religieux avant de dormir. Plusieurs années qu'ils vivent ici. Le malheur ne s'est pourtant pas abattu sur le centre, preuve que ces enfants ne sont ni sorciers, ni poursuivis par une quelconque malédiction. Mieux, ils sont parmi les élèves les plus brillants du groupe scolaire catholique de Katiula. Pour combattre ces fléaux, il faut casser les tabous. Il faut oser en parler. C'est vraiment amener la population à comprendre. Un enfant qui perd sa mère à l'accouchement n'est pas un sorcier qu'il faut rejeter. Ou bien un enfant qui a du mal à s'asseoir n'est pas forcément un serpent. Le père Germain Kalari rêve grand pour ses enfants. Il ambitionne de mettre en valeur ce terrain acquis par sa structure. Un futur orphelinat doté de centres de formation à l'agro-pastoral et offrant toutes les commodités et infrastructures de base pour l'épanouissement des enfants. Le centre d'accueil et de transit à Sainte-Geneviève attend également l'agrément du ministère de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant pour jouir d'un véritable statut. En attendant que toutes ces exigences se mettent en place, le père Germain Kalari continue de se battre pour donner de l'amour et des lendemains heureux à ses laissés pour compte. L'insertion socio-professionnelle des jeunes est au cœur de la politique du ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des jeunes et du service civique, notamment à travers le projet Inclusion Jeune. Il est financé par l'Union européenne et l'Organisation de coopération et de développement économique. Chris Diomondé et Rigoré. Un programme d'action pour l'insertion des jeunes mis en place après 3 ans de recherche des experts de l'Organisation de la coopération et de développement économique OCDE.
Ce programme en faveur de l'emploi des jeunes vise à accompagner l'action du gouvernement dans sa politique d'insertion socio-professionnelle de la jeunesse ivoirienne. Différents secteurs qui méritent une attention particulière. Dans le cadre de notre étude, ce qui ressort particulièrement, c'est le fait de, si vous voulez, l'importance de faciliter l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs de l'économie. Et pour ça, si vous voulez, il faut qu'on s'attaque de front au problème de l'inadéquation des compétences. Il est essentiel vraiment de réformer le système éducatif de manière à ce que l'offre de formation soit plus adaptée en adéquation avec les besoins en compétences des employeurs du système productif. Les jeunes qui représentent 77,7% de la population doivent être pris en compte dans tous les secteurs de l'économie ivoirienne. Nous ferons une revue des différents documents de politique et de stratégie des autres ministères et voir si l'indicateur jeunesse est pris en compte. Ce résultat est le fruit d'un diagnostic sur le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire, diplômés ou non. Une lueur d'espoir pour les concernés. Nous saluons vraiment le gouvernement qui a pensé aux jeunes. Voilà, il peut nous faire confiance. Et nous aussi, on est conscients de ce que nous faisons. On n'a pas vraiment les décevoir. En plus de l'insertion des jeunes, l'OCDE intervient également dans les domaines de la santé et de l'éducation. Cette organisation internationale est présente dans 10 pays du monde. Ils sont les principaux animateurs des services techniques, des mairies et des conseils régionaux. Les directeurs et chefs de services techniques des collectivités locales de Côte d'Ivoire se constituent en réseau. En première ligne, les actions de développement concertées. Thomas Kessambi. Entretenir et valoriser le patrimoine communal ou régional, ce qui passe par l'assainissement, l'entretien des bâtiments, des voiries, de l'éclairage et des espaces verts, la liste n'est pas exhaustive, sont là quelques-unes des missions assignées aux services techniques des collectivités locales. À ces missions, il faut sans doute ajouter aussi les commandes et réalisations d'études et de travaux, mais surtout la tâche de conseil auprès des élus locaux. Si hier, chaque technicien agissait de façon isolée dans son périmètre, l'heure est aujourd'hui à la mutualisation des énergies et des intelligences pour un plus grand bonheur des cités. La direction des services techniques est la cheville ouvrière de l'appareil municipal. Un projet qui est bien mené, qui voit son terme, c'est le conseil municipal qui est gagnant. C'est le maire qui va porter devant ses populations ce projet dont il va être fier. Désormais en réseau, les directeurs et chefs de services techniques des collectivités ivoiriennes semblent impulser une dynamique nouvelle qui devrait étendre sa toile à l'échelle continentale. Du 1er au 4 mai prochain, nous allons nous réunir ici à Abidjan. Mettre un réseau africain des directeurs et chefs de services techniques des collectivités nous apparaît important. De même, localement, nous voulons échanger d'expériences. Il est bon que sur le plan africain, nous ayons également aussi des pratiques de nos collègues ailleurs. Si le travail des services techniques désormais en réseau est quelque chose de salutaire, les cités ivoiriennes et africaines, elles, attendent sans doute de bénéficier de nouveaux visages enviables et la réduction des disparités entre elles. L'ONG Oukademe offre plus de 7 millions de francs CFA aux populations de Bouaké. Un don qui se décline en vivres et en non-vivres, notamment au profit des familles démunies de la région de Gbeke. Sita Soro. L'ONG Oukademe, dans le prolongement de ses actions de solidarité et de cohésion sociale, vient d'offrir aux populations de Gbeke des dons en vivres et non-vivres. Des dons composés notamment d'une dizaine de bœufs, le tout d'une valeur de plus de 7 millions de francs CFA. Nous nous sommes dit que les fils de Bouaké doivent se mettre ensemble pour apporter un soutien aux parents et nous posons cet acte au nom de tous les fils de Bouaké, au nom du Premier ministre, et que ces actions-là doivent amener nos parents à penser à nous, parce que nous avons besoin de leur bénédiction de nuit comme de jour. Quelle que soit la religion, nous pensons qu'il faut être là pour ses parents. Souleymane Touré a également demandé aux populations de se défaire de la violence et de faire de la paix leur quotidien. L'ONG Oukademe n'est pas sa première action de solidarité à l'endroit des populations de la région des Gbeke.
Les 5 chefs de canton que compte la région ont reçu chacun un bœuf ainsi que les forums des confessions religieuses. Bénédiction, chants et danses ont meublé cette cérémonie de don qui dorénavant veut être instituée par l'ONG Ukademe. Autonomisation de la femme à Benguebougou dans le département de Korogo, l'ONG Grenier International apprend de nouvelles techniques culturelles aux femmes. Elles sont désormais outillées afin de pouvoir produire en qualité et en quantité. Thérèse Yoboué. Nous sommes à Benguebougou, localité située à environ 20 km de Korogo. Dans ce village, les femmes de l'association Webewignon sont réputées pour leur forte production de maraîchers, notamment l'oignon violet. Depuis plus de 20 ans, ces femmes travaillent sans relâche sur cette parcelle afin de se prendre en charge. Les seuls moyens dont elles disposent, ce sont ces matériels d'irrigation encore rudimentaires et des engrais chimiques qui ne sont pas adaptés à la culture de l'oignon. Conséquence, sécheresse des plantes, faible productivité de leurs parcelles. Et les productrices ne tirent pas bénéfice de leurs activités. Afin de rentabiliser leur exploitation, un nouveau type d'engrais bio a été distribué aux femmes de l'association Wobewignon. C'était à l'occasion de la journée de sensibilisation des femmes des coopératives initiée par l'ONG Grenier International. Nous avons trouvé bon et nécessaire de les accompagner avec des produits bio pour faire non seulement leurs maraîchers, nous voulons initier un champ communautaire des vivriers. Ce champ communautaire va consister à faire quoi? À permettre aux femmes de Benguebougou de produire soit du riz, soit du maïs pour alimenter la cantine. La journée a été marquée également par des séances de sensibilisation des partenaires au développement sur le planning familial, le lavage des mains à l'école et sur la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Difficulté d'accès à l'eau potable et à l'électricité, conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs, des problèmes qui freinent le développement de la sous-préfecture de Sikolo dans le département de Kong. Reportage. Créée le 25 août 2010, la sous-préfecture de Sikolo est située à l'extrême nord, à environ 40 km de la commune de Kong et à 63 km de Fekese-Dougou. Sikolo a été fondé par un chasseur nommé Tikisi Ouattara. Ce dernier, ayant découvert la richesse en faune de la localité, aurait dit qu'il terminerait sa vie en ce lieu, d'où en langue palaka, Sikolo. Cette localité est peuplée de plus de 21 000 habitants, composée de 2 principaux groupes ethniques, à savoir Malinké du canton Soumafesso et Senoufo du canton Sikolo. La moto est l'engin le plus utilisé par les populations pour leurs différents déplacements. Pour le commerce, l'agriculture et l'élevage, des activités soutenues par l'orpaillage. Cependant, la cohabitation entre éleveurs et agriculteurs n'est pas toujours au beau fixe. Dans chaque village, il y a un comité villageois de règlement amiable des conflits, présidé par le chef de village. Il est constitué d'un agent du ministère de l'Agriculture et d'un agent du ministère des Ressources animales et halieutiques. Au plan des infrastructures, il y a des avancées remarquables, notamment l'innovation technologique avec l'énergie solaire et l'accès au réseau téléphonique mobile, des initiatives à l'actif du gouvernement et du conseil régional du Tchologo. Sans oublier que cette circonscription totalise 15 écoles publiques, 3 centres de santé et des routes reprofilées. Et pourtant, des problèmes existent, au nombre desquels la non-déclaration des naissances, les difficultés d'accès à l'eau potable. Il existe 39 forages, dont 13 en panne. 4 HVA, pompes hydrauliques villageoises, non encore fonctionnelles. Au niveau de l'électrification, 4 villages sur 26 bénéficient de l'électricité. À la recherche de solutions durables, la mutuelle pour le développement de la sous-préfecture de Sikolo, dont est membre le président de la République Alassane Ouattara, tente d'apporter sa contribution à travers la consolidation de la cohésion sociale et de la réalisation des projets à intérêt communautaire. Parce que la sous-préfecture est une mosaïque de peuples. Vous avez les lobbies, vous avez les Malinké, les Peuls, les Palaga. Il faut que cet ensemble de populations regarde dans la même direction pour valoriser les ressources de la sous-préfecture. Une unité de transformation de manioc verra le jour bientôt. Ça va employer 55 jeunes, 100 tonnes de tubercules par jour. Ça donne 40 tonnes d'atiqués
frais ou de la farine de manioc. Nous prenons des femmes, des jeunes pour éplucher par jour. Donc ça peut faire encore emploi indirect qui peut aller dans 300 à 400 personnes. 200 millions. L'engagement d'aller au développement n'éteint pas les réalités culturelles héritées des aïeux. Ici, la tête est dans le développement et les pieds sont dans la tradition. L'actualité internationale est marquée par la fin de la campagne pour le scrutin présidentiel français. Les dernières heures se sont déroulées dans un climat tendu. Certains candidats comme François Fillon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont suspendu leur déplacement hier vendredi suite à l'attaque terroriste de jeudi soir sur les Champs-Élysées. Des mesures particulières et plus de 50 000 policiers et gendarmes sont mobilisés afin de sécuriser le vote de demain. Et puis terminons ici en Côte d'Ivoire, c'est le premier week-end du Popo Carnaval de Beaunois. Cet événement culturel et touristique attire des milliers de visiteurs venus s'imprégner de l'ambiance et découvrir les nombreuses curiosités. La 3e édition s'est ouverte le 15 et prend fin le 29 avril prochain. Voilà des images qui mettent fin à ce 13h. Merci de votre attention. La rédaction de RTI 1 salue ce samedi les Bassamois, habitants de Grand Bassam, ville historique et ancienne capitale de la Côte d'Ivoire de 1893 à 1900. Très bon samedi à tous.